Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On a avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? Nous emmène en Ukraine. On avait un peu abordé la question hier. Volodymyr Zelensky, qui devait s'adresser au Congrès américain par visioconférence hier, a dû renoncer à la dernière minute son intervention. Elle devait avoir lieu à 15h heure locale. Et donc, pour des raisons indépendantes de sa volonté, selon les propos tenus par Chuck Schumer, qui est le patron démocrate au Sénat américain, il estime qu'un événement de dernière minute se serait produit et aurait donc empêché Volodymyr Zelensky. Il faut savoir que depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, de l'invasion russe en Ukraine, Volodymyr Zelensky s'est adressé à plusieurs reprises au Congrès, soit par visioconférence, soit sur place, puisqu'il avait effectué plusieurs voyages aux États-Unis où il avait été reçu en grande pompe par les membres du Sénat et de la Chambre des représentants. Mais il faut quand même reconnaître que depuis un certain temps, depuis environ 5-6 mois, disons que l'heure n'est plus véritablement au réchauffement entre les États-Unis et l'Ukraine. Alors, même si Volodymyr Zelensky bénéficie toujours du soutien indéfectible de Joe Biden et de son administration, il n'en est pas de même pour ce qui concerne le Congrès, parce que, évidemment, les républicains sont passés par là. Lors des élections de mi-mandat en janvier, les républicains ont donc pris le contrôle de la Chambre des représentants. C'est la Chambre des représentants qui vote le budget, qui gère le budget. Et donc, il faut savoir que chaque année, les États-Unis, lorsqu'ils font leur programmation budgétaire, en général, le budget américain, il est totalement exécuté aux alentours de septembre-octobre. Et donc, à partir de cette période-là, on est dans des phases de dépassement budgétaire. Et donc, lorsque l'on est dans ce cas, chaque dépense doit faire l'objet d'une négociation préalable entre la Chambre des représentants et la Maison-Blanche. Donc, c'est comme ça. C'est-à-dire que dès lors que le budget est terminé, et que l'État a encore d'autres besoins, Joe Biden n'est plus le maître de son destin. Parce que dès lors qu'on a voté le budget, il est censé avoir exécuté l'ensemble de ses charges durant la période budgétaire indiquée. Mais comme les Américains ont l'art du dépassement budgétaire, c'est-à-dire qu'eux, ils ne tiennent pas compte de ça, ils aiment dépenser sans compter, parce qu'ils bénéficient de plusieurs privilèges, notamment le privilège lié au dollar. Donc, eux, ils peuvent faire tourner la planche à billets. Sauf que, oui, la Constitution américaine est claire. Dès lors qu'on doit faire des dépenses qui entrent hors budget, il faut impérativement que les membres de la Chambre des représentants et les membres de la Maison-Blanche s'asseyent et ensemble discutent pour justifier. Il faut que la Maison-Blanche justifie le décaissement de chaque dollar. Et qu'est-ce que demande Joe Biden, en l'occurrence à la Chambre des représentants? Il leur demande l'autorisation de débloquer 100 milliards de dollars supplémentaires. Et dans ces 100 milliards de dollars, il explique que c'est pour 3 raisons. La première raison, c'est pour aider l'Ukraine dans sa guerre face à la Russie, dans son offensive. La deuxième chose, c'est d'aider Israël aussi, qui a ses opérations militaires, qui est en guerre dans la bande de Gaza. Et troisièmement, aider Taïwan qui est sous la menace chinoise. Et donc, pour Joe Biden, il a besoin de cette enveloppe-là pour que les États-Unis puissent respecter leurs engagements vis-à-vis de 3 pays qu'ils considèrent comme étant des alliés extrêmement importants. Oui, mais le Congrès, ou du moins la Chambre des représentants, ne voit pas la chose de cette manière-là. Pourquoi? Parce que, notamment, c'est la question qui dérange le plus, c'est l'Ukraine. Parce que sur les 100 milliards de dollars, 61 milliards de dollars, Joe Biden veut l'affecter à l'Ukraine. Et donc, les 49 milliards qui vont rester, les 39 milliards qui vont rester, ces 39 milliards seront affectés à Taïwan et à Israël. Israël pour l'achat d'équipements militaires et à Taïwan aussi pour les mêmes objectifs. Alors, derrière, bien entendu, le soutien militaire à ces 3 pays-là,
Joe Biden explique aussi qu'il y a une raison économique. C'est pour faire tourner le complexe militaro-industriel américain. Parce que ces 100 milliards de dollars là, les 60 milliards, les 61 milliards que Joe Biden voudrait envoyer en Ukraine, une grande partie en réalité serait réaffectée vers le complexe militaro-industriel pour produire les armes qui seront normalement livrées à l'Ukraine pour pouvoir continuer sa contre-offensive. Et donc là, justement, les membres de la Chambre des représentants, qui est majoritairement républicaine, ne le voient pas de la sorte parce qu'ils estiment que, au regard des derniers résultats de la contre-offensive, qui est un échec de la part des Ukrainiens, ils voudraient que la Maison-Blanche leur explique de manière plus claire quelle est la véritable stratégie en fait recherchée ici en apportant des armes supplémentaires. Ça va servir à quoi puisque ils ont l'impression que le conflit s'est déjà gelé en réalité en Ukraine. Et donc, à quoi ça servirait de continuer à envoyer massivement de l'argent pour des objectifs qui potentiellement ne pourraient pas être atteints et donc qui risqueraient donc de coûter en fait de l'argent aux contribuables américains. Et donc là, évidemment, c'est la pomme de discorde. Les membres de la Chambre des représentants, donc les députés, reconnaissent parfaitement l'importance de livrer des armes à Israël parce qu'Israël est leur allié. Elle a des opérations qu'elle mène dans la bande de Gaza en réponse à l'attaque dont elle a subi du Hamas le 7 octobre dernier. Donc, pour les représentants, c'est indiscutable. Il faut aider Israël et il faut aider Taïwan parce que Taïwan, pour eux, c'est une espèce d'Eldorado de démocratie et de liberté en mer de Chine du Sud. Et donc, pour eux, évidemment, il faut continuer avec ce soutien-là tout en restant dans ce que Nixon avait appelé l'ambiguïté stratégique. C'est-à-dire que l'on reconnaît l'influence de la Chine dans cette partie, mais on reconnaît aussi le droit à Taïwan à pouvoir se défendre. Et donc, pour Taïwan et pour Israël, la question de l'aide ne se discute pas, se justifie totalement. Mais pour l'Ukraine, les membres de la Chambre des représentants estiment que sans stratégie claire, ils ne voient pas pourquoi ils devraient continuer à payer. Et c'est là où le bas blesse, parce que on voit là, si les États-Unis ne sont plus en capacité d'apporter leur aide. Il y avait une espèce d'enveloppe qui avait été envoyée et qui avait été annoncée par Lloyd Austin, le secrétaire d'État à la Défense, c'était le mois dernier, de 100 millions de dollars à destination de l'Ukraine. Mais ça, c'était parmi les derniers crédits dont disposait l'administration Biden pour ce qui concerne le budget de l'année 2023. Et donc, ils sont bien conscients que 100 millions de dollars, ce n'est pas grand-chose. C'est à peine de quoi tenir quelques jours pour l'armée ukrainienne. Et donc, si l'armée ukrainienne, s'ils veulent au moins permettre à l'armée ukrainienne de pouvoir tenir un deuxième hiver, parce que là, nous sommes déjà en décembre, l'hiver est déjà là en Ukraine, il faut donc continuer à leur apporter massivement un soutien financier et militaire. Et là, justement, ça blesse parce que les États-Unis sont le principal soutien ukrainien à l'étranger. Et même si les Européens continuent, notamment la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, continue d'annoncer à tout va le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine, mais les choses se compliquent de plus en plus. On l'a vu en République, on l'a vu en Slovaquie avec l'arrivée de l'extrême droite, avec M. Fico. Lui, il a clairement annoncé déjà à l'Ukraine qu'il n'enverrait plus d'armes parce qu'ils n'en ont plus. Il faut savoir que il y a eu une discussion dans la Bundestag, l'équivalent, le Parlement allemand, pour expliquer qu'en réalité, les Allemands n'ont plus les armes qu'il faut pour pouvoir continuer à aider l'Ukraine parce que tout ce qu'ils avaient, y compris les armes qui dataient même de l'ancienne ère, de l'ère soviétique, tout avait été envoyé à l'Ukraine. Les quelques Léopard 2 qui leur restaient, une bonne partie des Léopard 2 aussi ont été envoyés en Ukraine. Une bonne partie des munitions, que ce soit des obus, que ce soit des munitions pour armes légères, donc tout ça aussi avait été envoyé en Ukraine. Et donc, ils sont quasiment en train de racler les fonds de tiroir. Et donc ça, ce n'est pas possible. Et puis, on le sait aussi, d'autres pays, la Hongrie de Viktor Orban a clairement fait savoir qu'elle ne donnerait plus la moindre munition ou le moindre soutien militaire à l'Ukraine. Donc, on voit que petit à petit, les soutiens en Ukraine
commence au niveau de l'Europe, continue de s'amenuiser. Aux Pays-Bas, il y a l'équipe qui est en train de sortante là, du gouvernement des Pays-Bas, ont bien entendu continué d'expliquer que les Pays-Bas allaient continuer à soutenir l'Ukraine en leur envoyant de l'argent. Mais il est clair que ce gouvernement-là va sortir parce qu'il y a l'extrême droite qui arrive au pouvoir aux Pays-Bas. Et cette extrême droite-là a clairement fait savoir qu'il est hors de question qu'elle continue également à soutenir, à soutenir l'Ukraine. Donc, on voit que petit à petit, les soutiens aussi bien en Europe et même aux États-Unis commencent maintenant à diminuer. Et donc, sans soutien, eh bien, on le sait, l'Ukraine ne tiendrait que quelques jours face à la puissance russe. Elle a annoncé avoir opéré des attaques en envoyant quelques dizaines de drones au-dessus du pont de Crimée, dans la région de Sébastopol, qui est occupée qui est russe maintenant. Eh ben, la Russie a bien entendu reconnu ces attaques-là, mais elle a bien entendu expliqué que la totalité des drones, à peu près 36 selon les chiffres russes, ont été détruits par les batteries anti-aériennes de l'armée russe. Et donc, ce qui veut dire qu'en réalité, on a comme l'impression que l'Ukraine lance des attaques pour justifier justement à ses soutiens que continuer à nous envoyer des armes, continuer à nous envoyer des moyens d'attaque et nous allons continuer le combat. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout, à aller jusqu'à la libération totale de l'Ukraine, mais pour cela, il faudrait que vous continuiez à nous apporter le soutien militaire dont on a tant besoin. Et c'est un peu comme ça qu'il faut expliquer cette attaque ukrainienne-là sur les sites de Crimée. D'autant plus que ça ne se comprend pas. Bon, les Ukrainiens justifient qu'ils attaquent à l'intérieur vers la Crimée, parce qu'ils estiment que toute la logistique de l'armée russe qui permet d'arriver dans la zone du Donbass passe par la Crimée et passe par ce fameux pont de Crimée-là, qui a déjà été attaqué à 2 reprises. Et donc, pour eux, attaquer en profondeur, c'est attaquer en Crimée. Ils n'ont pas le droit d'attaquer en Russie, parce que s'ils attaquent en Russie, la Russie va considérer que les armes qui attaqueraient le territoire russe seraient les pays qui fournissent ces armes-là, et bien seraient considérés comme étant des co-belligérants. Et donc, que ce soit les missiles SCAF, qui soient britanniques, que les missiles ATACMS qui sont américains, qui peuvent aller à plus de 100 voire 200 km, eh ben, les Ukrainiens n'ont pas le droit de les tirer du côté de la Russie. Et donc, comme les Européens n'ont pas reconnu l'annexion de la Crimée par la Russie, et donc, ils ferment les yeux sur le fait que les Ukrainiens se servent de ces missiles longue portée-là pour attaquer la Crimée. Mais en l'occurrence, ici, pour l'attaque d'hier, il ne s'agissait pas de missiles longue portée, mais il s'agissait plutôt de drones, parce que il faut aussi dire la vérité, les attaques MS et les SCAF, il n'y en a pas des masses qu'ils ont envoyées en Ukraine. Ils ont envoyé quelques dizaines, et ces quelques dizaines-là coûtent énormément. Un attaque MS coûte entre 3 et 4 millions de dollars l'unité. Et donc, les tirer à tout bout de champ, ça coûte très cher. Et donc, si tu veux, la poche de l'Ukraine n'est pas indéfinie, et donc n'est pas infinie, et donc c'est la raison pour laquelle ces missiles-là, ces armes-là, ils les utilisent un peu en petite dose. Et donc tout ça fait qu'en réalité, on voit la stratégie de l'Ukraine, elle est très inquiète, et c'est normal qu'elle soit inquiète, parce qu'une coupure de l'aide américaine voudrait dire qu'au plus de la moitié du soutien dont elle bénéficie actuellement serait coupée, et donc elle ne serait plus en capacité de véritablement faire face à la Russie, surtout en cette période hivernale, qui est une période extrêmement sensible, extrêmement difficile, notamment pour les troupes au sol. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5. Mais donc là, en fait, si les États-Unis abandonnent l'Ukraine, ce serait un aveu d'échec. Oui, ce serait un aveu d'échec, mais les Américains ne seraient pas à leur premier aveu d'échec. Il ne faut pas l'oublier. Ils étaient en Afghanistan, aveu d'échec. Ils étaient en Irak, aveu d'échec. Il faut bien regarder qu'en réalité, En fait, leur problème, c'est pas gagner, c'est peut-être faire tourner l'industrie. Exactement. Ils ne sont pas venus en Ukraine pour gagner la guerre. Les pauvres, ceux qui ne l'ont pas compris, ce sont les Ukrainiens et les Européens. Les Américains ne sont jamais venus en Ukraine pour venir gagner la guerre. Ils sont venus pour d'autres objectifs, leurs intérêts à eux, c'est-à-dire couper durablement l'Europe de la Russie, empêcher, donc, on l'a vu avec la destruction des gazoducs Nord Stream 1 et 2, le fait que les Européens décidaient de se passer du gaz russe, alors que c'était un gaz qui était
facilement accessible et à un prix très très bas. Et donc, ils ont décidé de se passer du gaz russe. Ils sont obligés de racheter du gaz américain à 4 fois le prix du gaz russe. Et donc, ça, évidemment, ça a un impact sur leur économie. Donc, il y a de donc, se couper de la Russie et devenir dépendant des États-Unis, à la fois sur le plan économique, également sur le plan sécuritaire, parce qu'on le voit aujourd'hui, les quelques pays qui étaient un peu autour de la Russie dont on a fait brandir la Russie comme étant une espèce d'épouvantail. On l'a vu avec la Finlande, la Suède, la Norvège, tous ces pays-là, qui étaient des pays neutres, ont basculé dans l'OTAN. Et donc, il faut bien comprendre que l'OTAN, ce n'est pas une association d'armées régulières de ces pays-là. Non, l'OTAN, c'est une association de pays qui se mettent sur la protection des États-Unis. Et donc, qui dit protection des États-Unis, ça veut dire implantation des bases américaines sur leur sol. Qui dit protection des États-Unis veut dire achat prioritaire d'armes américaines. Donc, de faire tourner l'industrie militaro-industrielle, le complexe militaro-industriel en premier. C'est ça l'OTAN. Et donc, d'un point de vue politique et d'un point de vue économique, les Américains ont parfaitement réussi leur opération grâce à l'Ukraine. Grâce à l'Ukraine, ils ont donc coupé les ponts entre l'Europe et la Russie. Ils ont renforcé leur présence militaire dans la région, même s'ils n'ont pas de base dans des pays qui sont limitrophes avec la Russie. Bon, maintenant, avec la Finlande, évidemment, ils pourraient l'installer, mais tout ce qui est là, on voit bien que les Américains, en réalité, sont venus avec d'autres objectifs et ils ont parfaitement accompli cette mission-là. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal bleu de la capitale, sur la radio La Bleu de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.